plus vous serez dans cette énergie-là, moins vous aurez de frustration, et donc plus vous serez attractif en fait, en vrai. L'amour et son contraire. Le fondement émotionnel repose sur l'amour et son contraire, la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en substance, ou bien vous êtes dans une dynamique d'amour, ou bien vous êtes dans une dynamique de peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le corps humain, il fonctionne toujours avec son opposé. Biceps, triceps. Glucose, insuline. THEA, cortisol. Tout est étudié pour avoir son double, pour aller dans l'équilibre. Alors si tu as peur de quelque chose dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre de l'amour dans ce que je fais? Tu as peur de prendre la parole en public, c'est pas un problème. Comment tu vas pouvoir donner de l'amour quand tu vas parler en public? Et tu vas voir que le simple fait de te mettre dans ce mindset-là va te faire reconsidérer les choses à travers un prisme émotionnel qui est différent. Et du coup, en fait, tu brises déjà le schéma de la peur, puisque tu es en train de répondre ou de répandre son opposé. Donc, posez-vous toujours la question, dès que vous avez peur dans un domaine, posez-vous la question, c'est comment je pourrais faire pour y injecter de l'amour? Comment je pourrais faire pour que l'amour soit plus présent là-dedans? Je suis très partagé avec la gratitude parce que je vois de plus en plus de personnes qui vont considérer que c'est le Saint Graal. Je pense que c'est un élément hyper important. Pour moi, la réussite, c'est pas simplement d'obtenir ce que l'on veut, c'est aussi vouloir et désirer ce que l'on a. C'est aussi ça qui est important. Comprenez que on est rentré dans une logique, surtout quand on parle de coaching, hein, on est rentré dans une logique dans laquelle on est en train de vous dire que vous serez heureux quand vous obtiendrez quelque chose. La gratitude est à être heureux de ce que tu as. Et curieusement, quand tu es heureux de ce que tu as, tu es dans une vibration, tu es dans une dynamique personnelle qui est une dynamique d'abondance parce que tu as déjà. Vous allez remarqué que les personnes riches gagnent toujours beaucoup d'argent. Que les personnes heureuses ont toujours des événements qui les rendent encore plus heureuses. C'est pas les événements qui les rendent heureuses, c'est ce qu'ils sont à la base. Benjamin Disraeli disait « L'homme n'est pas l'objet des circonstances, ce sont les circonstances qui sont l'objet de l'homme. » En clair, c'est qui tu es qui va impacter tout le reste de ta vie. Et la gratitude, elle a cette force-là. À partir du moment où vous rentrez dans une logique de gratitude et que vous êtes capable de dire merci pour ce que vous avez déjà. Merci d'avoir un corps en bonne santé. Merci d'avoir votre intelligence qui tourne. Merci d'avoir un projet. Merci d'avoir des amis. Merci d'avoir des conjoints. Merci d'avoir reçu une éducation. Merci de vivre dans un environnement dans lequel il y a des possibilités, des opportunités. Plus vous serez dans cette énergie-là, moins vous aurez de frustration, et donc plus vous serez attractif en fait, en vrai. Donc on va s'apercevoir que gratitude et attractivité sont très 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 liés. Donc faites le plein de tout ce qui vous fait plaisir, de tout ce que vous avez, et qui est déjà top dans votre vie. Et réfléchissez, en fait, il y a beaucoup plus de choses qui vont bien, qu'on a, que des choses qu'on n'a pas. Mais si tu focalises ton attention sur ce que tu n'as pas, tu te mets dans une dimension de pénurie et tu vibres pénurie. Si tu te mets dans une dimension et tu focuses ton attention sur ce que tu as, tu vibres abondance, tu attires abondance. Le stress. Alors d'abord, on va définir ce que c'est que le stress. Le stress, sachez que le stress vient d'une unité de mesure. Ça vient de la Finlande en fait. C'est un nom finnois. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le stress, c'était l'indicateur de mesure des chevilles en bois et de leur résistance. En fait, le stress, c'est quoi? À l'époque, on est en Finlande, on est dans les années 1800, toutes les constructions sont en bois, et quand une construction est en bois, par exemple, moi j'ai vécu dans un chalet, l'été, ça se dilate, donc ça exerce une pression sur les chevilles, et
l'hiver, ça se rétracte et ça exerce une pression sur les chevilles. La capacité de réponse de la cheville à résister s'appelle l'indicateur de stress. Pourquoi c'est devenu dans le langage courant? C'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que dès que l'environnement bouge et que ça exerce une pression sur moi et que je dois m'y adapter, je suis en situation de stress. Donc c'est comme ça que le stress il est arrivé dans notre langage courant. Comment ralentir le stress ou comment le réduire? Parce qu'il y a deux formes de stress. Il y a le stress et le stress. Okay, il y a le stress, LE stress, okay, qui peut être un bon stress, et le stress qui est un mauvais stress. La plupart du temps, on confond les deux, mais c'est pas grave. Le stress, pour le surpasser, il faut que vous augmentiez votre niveau de préparation. Posez-vous la question, je vais avoir à faire quelque chose, qu'est-ce que je pourrais faire? Posez-vous cette question, qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter mon niveau de préparation afin de réduire mon stress? Donc je vais augmenter mon niveau de préparation afin de réduire mon stress. Du coup, quand vous allez augmenter votre niveau de préparation, votre stress il va se réduire. On appelle ça la logique associative. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose, mais ce quelque chose, le but c'est de ralentir mon stress. Je dis à mon cerveau, voilà, tu vas faire ce truc-là, mais la conséquence de ça, c'est que ton stress il va être réduit. Et votre cerveau, il s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. Vous avez fait ce qu'on appelle une association cognitive, et cette association cognitive va faire que chaque fois que tu vas poser une action, un geste qui va aller dans ce sens, ton stress va réduire. Augmentez votre niveau de préparation en but de réduire le stress, et vous allez voir que le stress va réduire. Des difficultés, vous en aurez tous. Arrêtez de les fuir, embrassez-les, écoutez-les, assurez-vous de ne pas les reproduire. Donc menez une réflexion sur qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour ne plus retrouver cette difficulté. Mais surtout, ne fuyez pas les difficultés. Ne fuyez pas vos problèmes. Les choses ne se résolvent jamais par la fuite. Utilisez-les. Et si le problème que vous aviez était le problème le plus parfait que vous ayez besoin pour passer à un niveau supérieur dans votre vie. Et si ce que vous rencontrez comme difficulté est exactement ce que vous avez besoin pour identifier ce que vous devez travailler chez vous pour passer à un niveau supérieur. Si vous appréhendez la difficulté avec ce modèle-là, non seulement chaque difficulté vous fera grandir, mais en plus vous ne la reproduirez pas. Il y a 3 piliers à l'estime de soi. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et curieusement, la confiance en soi, ça arrive en 3e. Et curieusement, pour favoriser une vraie confiance en soi, dans un premier temps, c'est très important de travailler sur l'amour de soi et sur l'image de soi. En fait, l'amour de soi, c'est le rapport que je vais avoir avec qui je suis et est-ce que ce que je suis est aimable par rapport à ses valeurs, par rapport à son mode de fonctionnement, ses comportements. Et c'est important de tout faire pour être capable de s'auto-évaluer dans chacun de ces points-là et de mettre en place une démarche de progrès. Moi, ce que je vous propose, pour augmenter la confiance en soi, c'est d'abord travailler sur l'estime de soi à travers le premier pilier qui s'appelle l'amour de soi. Posez-vous la question, sur une échelle de 0 à 10, dans votre capacité à vous aimer réellement, je ne parle pas d'écocentrisme, je ne parle pas de nombrilisme, non, de vous aimer comme vous aimeriez n'importe quelle autre personne. Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien en termes d'auto-évaluation? 10 étant, je m'aime profondément, et je m'aime parfaitement avec mes qualités et mes défauts, mais je m'aime. Et 0 étant, je m'aime pas du tout. Soyez objectif et répondez à cette question. Et ensuite, posez-vous une seule autre question. Qu'est-ce que je peux faire concrètement, en termes d'agissement? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour passer à la note supérieure? Tu t'auto-évolues à 5 sur 10 en termes d'amour de soi, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour passer de 5 à 6? Et vous allez voir que ça va permettre une démarche. Les réponses que vous allez donner
D'abord, elles sont toutes intelligentes, et ensuite, elles vous appartiennent, parce que curieusement, quand on regarde la littérature autour de l'estime de soi et de la confiance en soi, il y en a qui débarquent en disant il y a 5 piliers de l'estime de soi. Il va falloir avoir une posture. Mais ça dépend des personnes, ça dépend de ta culture, ça dépend de ton culte, ça dépend de ton environnement, ça dépend de ton éducation. Donc peut-être que parmi ces critères, il y en a qui vont te correspondre, et peut-être qu'il y en a qui ne te correspondent absolument pas, ou qui n'ont pas été cités. Donc la réflexion qui consiste à se dire je vais travailler mes piliers de l'estime de soi en partant sur mes critères, sera toujours meilleure que d'aller chercher les critères à l'extérieur. Donc, auto-évaluation sur une échelle de 0 à 10, je me note, je suis objectif avec moi-même, pas d'autoflagellation, et ensuite je me pose la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour passer à la note supérieure? Je vais faire la même chose en termes d'image. L'image de soi, c'est la façon dont je pense, dont je suis perçu par les autres, dans mon environnement. 10 étant, je pense que je suis perçu vraiment comme une belle personne. 0 étant, je suis mal perçu par les autres. Auto-évaluation franche, directe, et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour passer à la note supérieure? La confiance en soi, c'est la capacité à penser que je suis capable de faire face à des obstacles et à des événements qui viennent. Donc chaque fois que vous êtes dans une dynamique de confiance en soi, auto-évaluez-vous sur l'échelle de 0 à 10, 10 étant j'ai confiance au point de pouvoir faire face à toutes les difficultés dans ma vie, peu importe les difficultés, je sais que je serai capable de faire face dans mes capacités, et 0 étant je ne fais pas face du tout. Auto-évaluation, et on se pose une vraie question, qu'est-ce que je peux faire pour passer à la note supérieure? C'est-à-dire que si vous rentrez dans cette dynamique-là, si vous mettez en place les moindres petites actions que vous aurez trouvées pour passer à la note supérieure, vous allez voir qu'il va y avoir un impact et une profondeur et une acceptation de votre cerveau quant à la capacité de développer la confiance en soi. La confiance en soi, c'est 3 piliers, mais il faut bien respecter les tranches, parce que si vous travaillez sur la confiance en soi, mais que vous n'avez pas d'amour de soi, en fait, vous allez vous gonfler, vous allez vous auto-persuader, mais il n'y aura jamais rien en termes d'authenticité et de profondeur. Moi, je vous invite à tout faire pour avoir une bonne réussite. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le succès, en fait, tel qu'il est exposé, c'est que souvent le succès, c'est une réussite qui est connue. Okay, c'est-à-dire que d'un côté, il y a plein de personnes qui réussissent, mais qui ne sont pas connues. Et vous avez des personnes qui sont très connues, mais qui n'ont aucune réussite. Regardez aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est qu'on va vous faire croire qu'une personne, elle a du succès parce qu'elle passe à la télé, par exemple. Les anges de la télé-réalité ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un succès télévisuel, parce qu'ils ont une certaine forme de notoriété publique, mais comprenez qu'elles n'ont absolument rien fait. Elles n'ont pas réussi. Moi, je pense que le vrai succès, il est lié à la capacité que tu as de communiquer sur tes réussites. Et le succès, tel que je le définis, c'est la capacité à communiquer autour de sa réussite et à partager sur ses stratégies de réussite. Parce que dire à tout le monde « Hey, regardez ce que j'ai réussi, regardez ce que j'ai gagné », moi, je trouve ça pédant, stupide, et ça me met les nerfs. Ça me met les nerfs quand je vois les mecs du développement personnel qui, grâce à YouTube ou autre chose, vont très bien gagner leur vie et qui vont montrer qu'ils sont dans des piscines, qu'ils sont tout le temps dans des hôtels 5 étoiles. Je te reproche pas de l'être. Ce que je te reproche, c'est que tu ne comprennes pas que les personnes qui te suivent, elles gagnent le SMIC, elles ont des difficultés à terminer les fins de mois, et je trouve que c'est un manque total de respect que d'avoir ce mode de fonctionnement-là. Je suis pas en train de dire, pour être heureux, vivons cachés, mais je suis juste en train de t'expliquer que si tu veux partager ton succès, ne partage pas ton succès financier parce qu'en fait que tu roules en Porsche ou dans n'importe quelle autre voiture, mais en vrai, tu sais quoi, tout le monde s'en fout. Ça ne nourrit que ton ego. Mais par contre, si tu réussis et que tu arrives à expliquer comment tu as réussi, comment tu as mis en place les chemins, comment tu as fait face à l'adversité,
là, tu pourras dire que tu as eu un grand succès. Et c'est ça qui m'intéresse. Le succès, il n'a d'intérêt que s'il partage sur les stratégies de réussite. Sinon, garde ton succès pour toi, ça n'a aucun intérêt. La plupart des personnes qui ne se développent pas, qui n'arrivent pas à rayonner, c'est parce que la plupart du temps, on ne s'autorise pas. Vous savez, parfois, on a tellement grandi dans une vision de ce que l'on était, que quand on veut appréhender une autre vision, il y a une partie de moi, une faible partie de moi consciente qui fait j'en veux plus, qui veut changer, mais il y a une grande partie de moi qui est inconsciente qui dit non, je veux rester comme ça. C'est le propre de l'homme, c'est le système homéostasique. C'est pour ça qu'il faut une volonté de faire et beaucoup d'énergie pour changer. Moi, je n'aime pas ces personnes qui prétendent que l'on peut changer facilement. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Quand tu fais ça, tu es un imposteur. Parce que les personnes qui disent qu'ils ont changé du jour au lendemain, c'est peut-être vrai qu'ils ont changé du jour au lendemain, mais combien d'années de réflexion? Combien de frustration? Peut-être que ton changement, il s'est opéré comme ça, mais il a pris combien de temps pour s'opérer? En Inde, les échafaudages, c'est du bambou. Okay, le bambou, quand tu le plantes, cette plante-là, les 5 premières années, tu n'obtiens rien. C'est dans l'eau, ça reste dans l'eau. Après, chaque année, sa taille double. Okay, mais tout se fait en maturation pendant 5 ans. Et tout d'un coup, ça va exploser. Eh bien, il faut comprendre que tout le travail que vous ferez en termes de développement personnel, ça peut prendre du temps. Le changement va peut-être s'opérer comme ça, mais c'est important de comprendre que, un, d'abord, ça prend du temps, et deux, il faut une vraie volonté, il faut un engagement pour changer. Mais si vous acceptez le prix, c'est ça que j'aime bien chez les Américains, ils te disent « Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel est le prix à payer ?» Et une fois que tu es au clair avec ça, agis massivement. Voilà les 3 conseils que je peux donner pour que les personnes puissent se transformer. Et surtout, ceux qui vont réussir, ce sont ceux qui se donneront la peine de faire les choses jusqu'au bout. C'est comme le sport. Combien de personnes s'inscrivent dans une salle de sport? Combien d'entre elles vont aller jusqu'au bout et transformer leur corps? 80% d'entre elles s'arrêteront dans 3 mois. 80% d'entre elles. Est-ce que ce ne serait pas la nouvelle sélection naturelle? À méditer. Il y a plusieurs choses qui vont permettre de trouver votre voie et votre chemin. Naturellement, il va y avoir la logique de talent. De talent, j'ai bien dit talent. Le talent, qu'est-ce que... Quand je le fais naturellement, ça marche, ça fonctionne, je suis dans ma zone de confort et j'obtiens des résultats facilement. On doit tous partir de ce postulat que nous avons un talent sur cette planète. Certains, ça va être de communiquer, d'autres, ça va être d'écouter, pour d'autres, c'est de compter, pour d'autres, c'est de contrôler, pour d'autres, c'est de gérer, pour d'autres, c'est de partager, pour d'autres, c'est de réseauter. On a tous un talent. Et ce talent, en fait, c'est quelque chose que quand je le fais naturellement, je prends du plaisir, ok, et les résultats sont faciles à obtenir. J'ai une amie, par exemple, quand je lui ai posé cette question-là, elle m'a dit « Mais moi, ce que je sais faire facilement et ce que j'adore, c'est la photographie. Quand je fais des photos, je m'éclate et j'ai un œil génial. » Aujourd'hui, elle est photographe à Tel Aviv et elle gagne très bien sa vie. Et avant, elle était comptable. Voilà. C'est juste que elle a trouvé sa voie, elle a identifié le talent dans lequel elle pouvait se développer. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, la notion de chemin, la voie, c'est plus professionnel. Le chemin, ça renvoie plus à quelque chose de personnel. Alors je vais vous dire, vous allez penser à votre père et à votre mère. D'accord? Aux deux. Chacun d'entre eux, vous allez vous poser la question, quelle est leur plus grande valeur? Ok, même si les rapports, ils n'ont pas été bons, ni avec votre père, ni avec votre mère, posez-vous cette question, si je devais leur reconnaître une valeur, vous pouvez reconnaître une valeur, d'accord? Si vous me dites non, c'est pas vrai, je vous dis c'est mytho. Vous pouvez reconnaître une valeur à vos parents. Prenez la valeur la plus importante, la plus positive. Par exemple, moi, ma mère, sa valeur principale, c'est la générosité. Mon père, sa valeur principale, c'est la rigueur. Je m'aperçois que quand je mets de la rigueur dans la générosité, quand je mixe les deux, j'obtiens des résultats géniaux. Mais vraiment.
Et c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que choisissez votre talent et mettez-y une énergie. Et cette énergie, c'est le fruit des valeurs qui vous ont été transmises au niveau familial, la mère et le père. Si vous n'avez pas de père ni de mère, pensez à une personne qui pourrait jouer ce rôle de substitution, ce qu'on appelle une figure parentale, qui a représenté pour vous les valeurs féminines, qui a représenté pour vous les valeurs masculines, quelle était la plus grosse des valeurs de chacun, et faites exactement la même chose. Ça marche. La voie, c'est comment j'identifie mon talent pour me mettre au service de ma profession. Le chemin, c'est comment j'identifie les différentes énergies avec lesquelles j'ai été constitué, dans lesquelles j'ai grandi, et je vais pouvoir mettre au service de mon propre chemin personnel. On a tous été bons dans des domaines dans lesquels on a eu un professeur passionné, passionnant et positif. Et pour moi, être passionné, passionnant et positif, c'est la définition, c'est la triade d'être inspirant. Vous voulez être inspirant, vous voulez inspirer? Soyez passionné, passionné par ce que vous êtes, passionné par ce que vous proposez. Soyez passionnant dans la capacité à transmettre l'information, à partager, à échanger, à donner, à offrir. Et soyez tout le temps positif quant à la matière que vous allez aborder. Passionné, passionnant, positif. Voilà la triade qui permet d'être inspirant. Pour être inspirant, il faut être inspiré. Maintenant, posez-vous la question, c'est qu'est-ce qui vous inspire, vous? Vous voulez inspirer les autres, il n'y a pas de problème. Posez-vous la question, c'est qu'est-ce qui vous inspire, vous? Parce qu'une personne n'est pas inspirante tant qu'elle n'est pas inspirée. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'inspirant qui n'était pas inspiré. Donc allez chercher vous-même vos sources d'inspiration. Quelles sont vos sources d'inspiration? Au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau parental, au niveau spirituel. Quelles sont les personnes dont on pourrait dire cette personne elle est inspirante? Et inspirez-vous d'elle. Inspirez-vous, c'est parfois être dans une logique de modélisation. Si mon ami Paulo Pironet, qui est un expert de PNL, était là avec moi, il vous dirait c'est intéressant parce qu'il faut modéliser. Intéressez-vous à des personnes qui sont une source d'inspiration pour vous. En clair, ces personnes sont des modèles que vous avez envie d'approcher ou de vous rapprocher en termes de comportement, de relations, d'émotions, de mode de fonctionnement. Et ensuite, pourquoi? Il suffit parfois de lire une très bonne biographie sur quelqu'un pour comprendre son mindset, comprendre qui il est, ce qu'il fait. Alors, vous voulez être inspirant? Lisez des lectures inspirantes. Lisez des biographies. La semaine dernière, je lisais un livre très intéressant sur Georges St-Pierre, sur la vie de Georges St-Pierre, ce grand combattant de MMA qui était juste extraordinaire. Et j'aime beaucoup cet homme parce que, au-delà d'être un très très grand combattant, j'ai toujours trouvé que son discours, il était hyper branché développement personnel. J'aime cet homme. Je trouve que c'est une personne inspirante. Et bien, quand je suis au Canada et que je vois son bouquin, je le prends et je le lis. Et je me le tape dans l'avion. C'est mon livre. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui a fait, et on le découvre dans le livre, qu'est-ce qui fait que cet homme qui devient un champion du monde de combat, quand il était petit, il était hyper malmené, frappé par les autres, limite, on le persécutait. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et qu'est-ce qu'il s'est offert comme mindset? Et en fait, son livre, par exemple, il est structuré autour de mentors, autour de maîtres, autour de la famille. Et lui, en fait, il a compris que ses mentors, ses entraîneurs, ses maîtres, sa famille, c'était les 4 piliers autour duquel il devait s'entourer. Et dans chacun des cas, il a choisi le meilleur et il a fonctionné. Si vous voulez être inspiré, trouvez des personnes qui sont inspirantes dans leur mode de fonctionnement, qui ont eu des résultats exceptionnels, et posez-vous la question, comment ils s'y sont pris? Essayez de voir si vous ne pouvez pas reproduire ça, ou appliquer ce que vous enseignez dans votre vie. Pour être inspirant, il faut être inspiré. Passionnant, passionné et positif. Quant à ça, il n'y a pas de doute, mais on y a tous plus ou moins accès en fonction de si on est plus ou moins émotionnel, affectif, on a des personnalités qui sont différentes. Mais quant à ça, par contre, il n'y a pas de doute.